autres marins, l'expérimenté Vasquez va devoir entretenir le bon fonctionnement d'un tout nouveau phare qui aura le tort de faire obstacle aux méfaits des pires naufrageurs de toutes ces côtes. Ce soir-là, dans la baie d'El Gore, sur l'île des États, à l'extrémité sud-est de l'Amérique du Sud, au moment même où le soleil disparaissait sur la ligne d'horizon, une vive lumière jaillit d'un phare sous les acclamations de l'équipage d'un navire militaire argentin, l'Aviso Santa Fe. 2 coups de canon furent alors tirés du navire pour saluer la première lumière de ce que l'on allait surnommer le phare du bout du monde. Avant de quitter la baie d'El Gore, le commandant de l'Aviso Santa Fe, accompagné de son second, inspecte une dernière fois ce phare dont le bon fonctionnement va être vital pour éviter les naufrages si courants dans ces eaux tourmentées du Cap Horn à la si triste réputation. 3 hommes vont désormais garder ce phare avec pour mission de l'entretenir, nettoyer les optiques, allumer et éteindre le feu au coucher et lever du soleil. Ils sont là pour 3 mois avant d'être relevés par 3 autres gardiens au retour de l'Aviso Santa Fe. Le chef des gardiens se nomme Vasquez. Âgé de 47 ans, vigoureux, d'une santé à toute épreuve et familiarisé avec le danger, il avait en tant que marin couru les mers du monde entier. Et s'il avait été choisi pour remplir les fonctions de gardien-chef de ce phare, c'était tout d'abord pour son caractère fortement trempé qui inspirait une totale confiance. Il fallait l'entendre parler avec enthousiasme de ce phare de l'île des États. Et ce n'est pas l'ouragan quand il soufflerait de tous les coins de l'horizon qui parviendrait à l'éteindre. Les navires le verront à temps pour relever leur route. Ils se guideront sur son feu et ne risqueront pas de tomber sur les roches du Cap Saint-Jean, de la pointe San Diego ou de la pointe Félou. C'est nous qui tiendrons le fanal et il sera bien tenu. L'Aviso est désormais reparti et ne reviendra que dans 3 mois. Nos 3 gardiens de ce phare du bout du monde sont seuls sur cette île des États totalement déserte, au paysage déchiqueté avec ses falaises, ses récifs et ses cordons d'îlots. Mais le 21 décembre, soit moins de 3 semaines plus tard, c'est une bien curieuse découverte que nos gardiens vont faire en remarquant un guanaco, une sorte de lama sauvage, mort des suites d'une blessure provoquée par une balle de fusil. « Il y a donc des chasseurs dans l'île ?» murmura Vasquez en portant un regard inquiet autour de lui. Si Vasquez et ses 2 compagnons s'étaient transportés à l'extrémité occidentale de l'île des États, ils auraient en effet pu constater la présence d'hommes à la mine farouche. Constitué d'une 12aine d'individus, ce groupe de malfaiteurs cruels ont pour chef un personnage redoutable portant le nom de Congre. Échoués sur cette île des États il y a près de 2 ans, ils attiraient avec des feux les navires en détresse lors des tempêtes dans le but de piller le contenu de ces bâtiments. Lorsque des membres d'équipage avaient pu survivre au naufrage, ils étaient impitoyablement massacrés par Congre et sa bande. On comprend combien la mise en service d'un phare sur cette île des États devait porter un coup fatal à leurs activités criminelles. Ils avaient dû fuir la baie d'El Gore et se réfugier sur l'autre partie de l'île après avoir minutieusement caché leur fabuleux butin dans une grotte. Durant la construction du phare, ils avaient régulièrement espionné les ouvriers et les marins afin d'avoir le maximum d'informations sur son organisation. En attendant, ils sont toujours bloqués sur cette île qui ne peuvent fuir faute de posséder un navire. C'est alors qu'une opportunité inespérée se présente pour eux. Une goélette chilienne de Valparaiso, prise dans la tempête, vient s'échouer sur un banc de sable. Son équipage a disparu
et après inspection, il semble qu'il soit possible de réparer les avaries de ce voilier. Les pillards arrivent avec bien des difficultés à le remettre à flot. Le plan terrifiant de Congre est maintenant d'amener la goélette dans la baie d'Algor, de surprendre les gardiens du phare, de les massacrer et ainsi faire en toute sécurité les réparations sur la goélette, d'embarquer le butin, puis de prendre la mer. C'est donc dans un piège effroyable que vont tomber les gardiens du phare du bout du monde. Et seul Vasquez échappe à la mort, parvenant à fuir et à se cacher dans les anfractuosités des roches. Vasquez était atterré. C'était une sincère affection qu'il éprouvait pour ses deux compagnons, lui, leur chef. Il les connaissait depuis bien des années, et c'était sur ses conseils qu'ils avaient demandé à être employés au phare. Et maintenant, il était seul. Seul. C'est le cœur serré qu'il constate qu'à peine débarqués, ces bandits étaient allés éteindre le phare. L'île des États était désormais plongée dans le noir de la nuit. La situation était effroyable pour Vasquez. Que pouvait-il faire? Rien. Sinon attendre le retour de l'aviso Santa Fe dans 2 mois. Arrivera-t-il à survivre, à se nourrir, à échapper à ces malfaiteurs? Le lendemain, il entendit un bruit. Se couchant derrière une roche, de manière à voir sans être vu, il constate qu'un canot, monté par 4 hommes, vient dans sa direction. Que viennent-ils faire? Se demanda Vasquez. Sont-ils à ma recherche? Mais alors que l'embarcation accostait la berge, il entendit cette conversation. C'est bien ici? Oui! La caverne est là! 20 pas avant le tournant de la falaise! Ah, une fameuse chance que ces gens du phare ne l'aient point découverte! De sa cachette, Vasquez suivait tous leurs mouvements. Cette caverne se révèle être la réserve où était entreposé le butin de ces pillards. Vasquez comprit alors l'abominable métier exercé par ces malfaiteurs et avec quelle rage il vit le chef de la bande tendant son poing vers le phare et crier « Quant à ce fameux phare du bout du monde, que les capitaines viennent le chercher maintenant !» Ce sera comme s'ils étaient aveugles. Et c'est en aveugles qu'ils continueront à se diriger sur l'île, rajouta un de ses complices, où leurs navires ne tarderont pas à se mettre en pièces. Il faut, avant notre départ, que notre goélette soit chargée jusqu'au plat-bord, puisque le diable nous l'a envoyée. Remettre en état la goélette pour une longue traversée du Pacifique et embarquer leur butin emmagasiné dans la caverne, reprendre la mer le plus tôt possible, c'est à quoi Congre et ses compagnons allaient maintenant s'employer sans perdre de temps. Tout en surveillant attentivement du haut du phare l'arrivée d'un navire éventuel, les pirates réparent le voilier sans relâche. Grâce aux documents trouvés dans le phare, ils savent qu'ils n'ont que 8 semaines de répit avant le retour de l'aviso Santa Fe. Quant à Vasquez, il tente de survivre, ne s'aventurant en dehors de sa cachette que le soir, avec d'infinies précautions. Combien le temps lui paraissait interminable dans la solitude, et quels douloureux souvenirs revenaient sans cesse à sa mémoire. Cette scène de carnage à laquelle il avait échappé. Un irrésistible désir le prenait au cœur de venger de ses propres mains la mort de ses infortunés camarades. Un soir, une tempête d'une violence inouïe se déchaîna. Malgré le vent qui faisait rage, Vasquez parcourait la grève, les regards à l'horizon. Il aperçut soudain une masse noire qui se mouvait au large. Un navire qui semble se diriger vers l'île. Et le phare que ces misérables n'allument pas, s'écria-t-il. Impuissant, Vasquez ne peut qu'observer ce navire venir se fracasser sur les récifs. Il y eut un fracas épouvantable. Quelques cris de détresse vite étouffés. Puis on n'entendit plus rien que le sifflement des rafales et les hurlements de la mer qui s'écrasait sur le rivage. De cette catastrophe, Vasquez arrivera à sauver un marin, l'Américain John Davis, le second de ce navire. Quant au voilier, il sera pillé par la bande de Congre dès le lendemain, sous les yeux pleins de rage de Vasquez et de John Davis. Mais ces derniers
feront bientôt une découverte précieuse en fouillant plus tard à leur tour les débris du voilier, celle d'un canon avec une réserve de poudre et quelques boulets. Nous ne sommes plus désormais qu'à 4 ou 5 jours du retour de l'Aviso Santa Fe. Les pirates peuvent enfin quitter la baie d'Elgor à leur grand soulagement. Mais c'est alors qu'un sifflement aigu déchira l'air. Un choc fit tressaillir la coque de la goélette, immédiatement suivi par une violente détonation. « Qu'est-ce là » s'écria Congre. « On a tiré sur nous » répondit l'un de ses compagnons. Une attaque au canon venait de se faire depuis la côte. 2 boulets avaient touché la goélette, produisant 2 trous dans la coque, nécessitant ainsi de revenir dans la baie d'Elgor pour y faire les réparations. À quel degré d'exaspération étaient Congre et ses complices? On l'imaginera sans peine, au moment même où ils allaient définitivement quitter l'île. Comment se termine cette aventure? Vasquez et John Davis réussiront-ils à immobiliser les pirates dans la baie d'Elgor jusqu'à l'arrivée de l'Aviso Santa Fe? Je puis vous révéler que nos 2 héros arriveront à remettre en marche le phare du bout du monde, provoquant la fureur de Congre et de sa bande. Il s'ensuivra un combat qui opposera ces pirates à Vasquez et à John Davis, et à la fin duquel Congre ne parviendra à s'échapper qu'en se précipitant d'une haute falaise et en se faisant justice lui-même. Écrit en 1901, Le phare du bout du monde est publié en 1905, quelques mois après la mort de Jules Verne. L'auteur des Voyages extraordinaires s'est inspiré d'un phare réel construit sur l'île des États en 1884 avec une architecture bien différente de celle qu'il imaginera et qui sera abandonnée une vingtaine d'années plus tard au profit d'un autre phare mieux situé. Mais en 1994, grâce à une association de La Rochelle, le phare du bout du monde est reconstruit et offre de nouveau aujourd'hui ses feux aux navigateurs. Nul besoin cependant d'aller jusqu'au bout du monde pour le visualiser, puisqu'une réplique en a été réalisée à la pointe des Minimes à La Rochelle, à 12 780 km de distance.